Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter un script shell un peu plus poussé que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors je reviens pas sur l'utilité des scripts, ça sert pour l'automatisation, c'est un point de passage obligé pour l'administrateur, même si vous travaillez sur Microsoft. En PowerShell, ça sera obligatoire de passer par là. Alors cette fois il va être question de créer un script qui pourra servir de service ou de démon et qui pourrait être directement géré par le programme init. Alors ici j'arrive quand même à la fin des scripts en général, même si je vais pas parler des boucles, ce qui reste à voir reste quand même assez simple. Après il est quand même difficile de tout traiter et de tout voir. Alors ici c'est pas un exercice de frappe, je vais faire du copier-coller, j'avais déjà préparé mon script dans un fichier. Le script, de toute façon, vous allez le retrouver dans la description de la vidéo avec le timecode. Alors justement, pour la création d'un script, ou même pour un exercice de frappe, je vous laisse aller voir mes vidéos précédentes. Ici, je vais faire du copier-coller dans un nouveau fichier. Je vais mettre mon script exécutable avec un chmod +X. Et comme ça, on va pouvoir faire directement le tour des différentes lignes qu'il compose. Donc mon script, je vais l'attaquer par grandes étapes. Donc dans un premier temps, on va voir l'entête de mon script. Avec la première ligne, un hashtag, point d'exclamation, le binaire de l'invite de commande qui va être utilisé derrière, le binaire du shell. Donc généralement, on l'appelle le shebang. Donc ça, c'est plus pour une information personnelle. Et derrière, je vais retrouver une première ligne qui s'appelle begin init info. Par convention, elle doit être écrite sous cette manière-là, de manière à ce que le programme init prenne en compte les informations qui sont à l'intérieur. Donc en réalité, ce n'est pas que des commentaires. Le begin init info va forcément avec la fin end init info qu'on va voir juste après. Dedans, on va retrouver des commandes provide, info, provide, request start, request stop sont des mots-clés. On a comme ça une trentaine d'expressions. Donc qui sont des mots-clés qui vont être utilisés par init. Donc par exemple ici derrière j'y mets request start syslog. Donc pour lui dire qu'il utilisera au démarrage le syslog. Derrière on peut retrouver des commandes comme le default start. Donc ici on parle des run level. Donc là on peut pas tout voir, mais ça va aussi avec la commande systemrc enable. Quand vous allez activer le démon ou le service, il va mettre automatiquement en start dans les run level de 3, 4, 5 pour ici, et le stop à 0, 1, 6. Derrière on va retrouver d'autres mots-clés comme une description courte. Donc là par exemple je explique ici que mon script ne fait rien. Effectivement, on va voir que il ne fait que quelques échos pour montrer comment on fonctionne. Mais en réalité, c'est pas vraiment un service. Derrière, on va pouvoir lui mettre une description un petit peu plus longue. Donc ici, avec plusieurs lignes de description. Donc là, ici, j'en profite un petit peu pour vous présenter les différentes expressions qu'on va pouvoir utiliser dans Case. Et je termine en bas de mon init info avec le end init info pour lui dire que j'ai terminé l'entête de mon init. Et ici derrière, tout de suite, on va retrouver les premières expressions, les premières commandes qui vont servir pour mes différents scripts. Donc ici par exemple, on peut changer les variables d'environnement. Donc là c'est pareil, je reviens pas sur les variables d'environnement. Une première commande derrière avec la commande test. Donc ici je l'ai commenté parce que j'en ai pas particulièrement besoin. Mais généralement, dans un script, il peut être bien de vérifier si la commande qu'on va appeler est effectivement exécutable.
sinon on quitte. Comme on peut tester aussi si un fichier est accessible en écriture ou en lecture, tout simplement. Donc là, en faisant un man test, on pourra retrouver tous les paramètres qui peuvent être passés à la commande test. Puis on va rentrer ici dans la partie réelle du contenu du script. Donc ici on va voir les actions principalement autour des fonctions. Donc je vais créer une première fonction, myFunction1. Ma première fonction, on peut lui donner le nom qu'on voudra. Alors juste pour le rappel, j'ai mis un M majuscule et un F majuscule, c'est par convention. Quand on crée une fonction qui contient plusieurs noms, en général on devrait mettre des majuscules au début de chaque nom. Mais ça c'est vraiment de la convention, c'est une question d'écriture. Alors dans les anciennes écritures, on pouvait voir le mot-clé function avant le nom de la fonction. Donc ça c'était dans les anciennes écritures. Maintenant on peut le faire directement et généralement c'est comme ça qu'on l'écrit avec le nom de la fonction, deux parenthèses et derrière une accolade. L'accolade ouvrante pour le contenu de mon bloc de fonction et une accolade qui ferme pour indiquer la fin de ma fonction. Et entre les deux accolades, eh bien, on y mettra ce qu'on voudra, les différentes commandes qu'on veut. Donc j'ai créé une première fonction myFunction1 et j'ai créé une deuxième fonction myFunction234 qui elle est une seconde fonction. Alors on verra après son utilisation, mais là je vais l'utiliser avec la récupération de paramètres. Donc pareil, sans commande particulière à l'intérieur, je vais juste faire quelques échos, histoire de voir quand on va l'essayer, qu'est-ce que ça donne. Mais bien sûr, à la place d'un écho, on pourrait mettre quasiment n'importe quoi. C'est le but d'un script de toute façon. Donc cette fois, je vais rentrer dans la partie réelle des actions de mon script en fonction des paramètres d'entrée. Donc suivant le paramètre passé en entrée, je vais exécuter la fonction correspondante ou le bloc de données correspondante. Donc pour ça, on va utiliser la fonction case. Case, entre guillemets, je vais mettre $1, donc le premier paramètre, et le mot-clé dans. Donc si mon premier paramètre dans, eh bien j'exécuterai un bloc d'instructions correspondant. Alors le case relève plus de l'utilisation de scripts de base, un petit peu comme le if. Alors entre le case et le if, il est préférable d'utiliser un case qui permet d'aller un petit peu plus loin et de faire des sélections multiples. Derrière, je vais lui passer une première ligne, paramètre 1, param 1. Donc ça, c'est ce que je vais lui passer comme paramètre à mon script. Donc dans ce cas, $1 correspond à param 1. Sachant que $0 correspond au nom du script lui-même. Donc ça s'utilise avec param 1. Une parenthèse et derrière ma parenthèse, je vais mettre les fonctions qui correspondent si le paramètre qui est passé contient param 1. Donc je vais appeler ma fonction myFunction1. Donc ici j'appelle ma fonction 1 et je ne mets pas de parenthèse derrière, contrairement à ce qu'on trouve habituellement dans les langages de programmation. De toute façon, si vous mettez myFunction1 et des parenthèses derrière, la fonction ne sera pas appelée. Et derrière, je vais mettre un exit 0. Donc l'exit 0, c'est pour lui dire que je vais quitter le script à proprement parler. Alors bien sûr, là c'est pour le cas de ma démonstration. Si je mettais pas de exit, eh bien il sortirait du case et continuerait derrière avec les différentes commandes qui suivront. Alors justement, j'en ai pas parlé et ça va être l'occasion de pouvoir en parler. Le case se termine avec un exec.
la fin de mon case. J'en reparlerai quand on va arriver à la fin du bloc case. Derrière mon exit, je vais mettre 2 points virgule. Alors les 2 points virgule sont là pour dire que je sors de mon bloc case. Les 2 points virgule sont obligatoires, même si j'ai mis un exit 0 juste avant. Donc les 2 points virgule ne seront jamais atteints, mais vous êtes obligé de mettre 2 points virgule, sinon vous allez obtenir une erreur. Et je vais tester d'autres paramètres. Donc là, ça peut être param 2, 3 ou 4, avec un pipe entre param 2 et param 3. Donc un petit peu comme parfois dans certains scripts, on trouve restart, reload, force reload, qui font exactement la même chose. Donc ici, param 2, 3, 4 arriveront au même endroit. Donc j'ai passé comme paramètre param 2 ou param 3 ou param 4. J'arriverai dans mon bloc d'instruction. Et si je vais passer cette fois sur ma deuxième fonction, my fonction 2, 3, 4, et je vais lui passer deux paramètres, P1 et P2. Donc ici on voit que pour pouvoir passer un paramètre à une fonction, ça se fait exactement de la même manière que un paramètre qu'on va passer à un script. My fonction 2, 3, 4, P1, P2, et je peux rajouter tous les paramètres que je vais derrière. Alors pour pouvoir retrouver la valeur d'un paramètre, eh bien P1 correspondra à $1, P2 $2. Donc en réalité on est vraiment exactement dans le même cas. Et c'est ce que je disais dans ma fonction tout à l'heure, eh bien c'est bien le paramètre 1 qui est récupéré, ce ne correspond pas au paramètre 1 de mon script. Donc on va avoir différents paramètres qui correspondront chacun à leur appel. Et je continue avec un exit 0, donc exactement la même chose qu'avant, et mes deux points virgule. De toute façon, je l'ai dit, les deux points virgule sont obligatoires. Alors ici, j'ai mis paramètre 1, 2, 3, 4, et là je vais mettre un troisième bloc, paramètre 5. Donc ici, bien, j'ai mis paramètre 5, mais on pourrait très bien mettre start, stop, restart, reload, force reload, info. Réellement, on peut mettre quasiment n'importe quoi. Donc justement, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble dans d'autres scripts, rien ne vous empêche d'aller dans etc, init, et dans le dossier init, eh bien vous allez retrouver les différents scripts et vous allez voir que de toute façon ils sont utilisés sous cette forme. Alors ici justement dans ce troisième bloc case, eh bien je mets rien du tout. On n'est pas obligé d'appeler une fonction dans un case. J'ai juste faire un écho pour montrer que je pourrais mettre directement mes commandes dedans. Donc on n'est pas obligé d'appeler des fonctions. Par contre les fonctions c'est quand même bien pratique. Ça permet d'avoir un code un petit peu plus organisé. Donc pareil, j'ai mon exit 0, mais deux points virgule derrière, et j'ai un troisième bloc case. Donc là, on va utiliser des expressions de case. Étoile, ça remplace n'importe quelle expression. De la même manière qu'un point d'interrogation correspondrait à un seul caractère. Donc justement, j'ai mis les expressions possibles, alors pas toutes, mais une bonne partie des expressions dans le bloc d'introduction. Alors dans le bloc d'introduction, j'en parle au passage. Attention, suivant l'interpréteur de commande, donc justement d'où la ligne d'en-tête, eh bien, certaines expressions seront utilisables et d'autres ne le seront pas. Donc par exemple, dans mon bloc d'introduction, dans la description de mon script, j'avais mis justement les expressions courantes et les expressions qui sont propres au bash, à condition que on ait activé l'option explode. Et puis je continue avec un écho. Donc là c'est ce qu'on trouve aussi habituellement. Si vous passez pas de paramètres ou si vous passez un mauvais paramètre, eh bien vous avez un écho qui vous dit
Non, non, ce script-là s'utilise de cette manière. Use, deux points. Généralement, on trouve le script derrière et puis les différents paramètres qui peuvent être passés au script. Cette fois, je vais changer. Au lieu de mettre un exit 0, je vais mettre un exit 1 qui permet tout simplement de sortir avec une autre valeur. Généralement, on utilise exit avec 0 pour lui dire que le script s'est déroulé sans encombre et 1, voire d'autres valeurs pour lui dire qu'il y a eu une erreur. Donc c'est une manière de gérer les codes d'erreur. Comme tout à l'heure, mes deux points virgules et je termine avec mon exec qui me signifie la fin de mon bloc case. J'arrive à la fin de mon script, alors si j'avais pas mis des exits en cours de route, si vous avez d'autres expressions, vous continuez avec les autres expressions derrière. Rien ne vous empêche de mettre un deuxième case, par exemple pour mon paramètre 2, paramètre 3 ou paramètre 4. Donc là effectivement on peut enchaîner toutes les commandes qu'on voudra derrière. Et je mets justement par principe un exit 0. Même si dans le cas présent, je risque pas d'arriver à cet endroit-là. Mais là, c'est vraiment plus une question de principe et une question d'habitude. Me voilà arrivé à la fin de mon script. Forcément, il est déjà enregistré dans mon cas, mais si vous l'enregistrez, il faudra faire maintenant les différents essais. Donc je vais faire les différents appels pour mon script et je vais commencer par la commande script toute seule. Donc là c'est toujours pareil, si votre script est dans le path, vous pouvez taper script directement. S'il n'est pas dans le path, il faudra mettre le chemin complet si vous êtes déjà dans le dossier du script, /. Mais ça reste de l'utilisation de base. Donc si j'appelle mon script sans aucun paramètre, eh bien il va m'afficher ce que j'avais dans mon case étoile. Il va m'afficher le mode d'emploi en me disant bah voilà, pour pouvoir l'employer vous devez passer ça ou ça comme paramètre. Si je relance mon script avec param 1 comme paramètre, il va appeler ma fonction 1 comme c'était prévu de toute façon dans mon script. Si je relance la même commande avec param 2 ou 3 ou 4, de toute façon il m'appellera la fonction 2. Et ici on voit bien que les paramètres qui ont été passés à ma fonction, quand j'ai fait un myFonction 2 espace P1 espace P2, on voit bien que les valeurs qui sont récupérées dans ma fonction correspondent bien aux paramètres passés à la fonction et non pas le paramètre que j'ai passé à mon script. Donc on voit bien que le $1 et le $2 dans ce cas-là sont bien utilisés en fonction de l'appel et en fonction du code. Si je continue avec mon script et paramètre 5, eh bien, comme prévu, de toute façon, il appelle rien. Et là, j'ai quasiment fait tous les essais. Alors bien sûr, je pourrais continuer, faire script param 6, comme param 6 n'existe pas. De toute façon, il va me renvoyer le mode d'emploi. Alors si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne. Tapez ljpinfo dans votre navigateur web pour retrouver mes différents documents. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Et on se dit à bientôt.